BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquedec. Bonjour à tous, c'est le club BFM Crypto. Soyez les bienvenus. 1 milliard. C'est beaucoup, c'est le nombre symbolique de transactions ayant déjà eu lieu désormais sur le Bitcoin. On va en parler dans quelques instants avec Lilian Aliaga, journaliste chez Cryptos. Bonjour Lilian. Bonjour Amaury. Grâce au Layer 2, Lilian, on verra que ces transactions pourraient encore s'intensifier. Le Bitcoin pourrait être encore plus efficace et donc ce n'est a priori que le début. On parlera aussi avec vous de l'adresse poisoning. Si vous ne savez pas ce que c'est, eh bien restez avec nous car cela pourrait vous éviter de perdre beaucoup d'argent. Et puis si vous vous intéressez aux ETF qui pourraient vous permettre d'investir sur les meilleures sociétés en rapport avec le Bitcoin, eh bien j'ai l'homme qu'il vous faut. C'est Cyril Sabac. Bonjour Cyril. Bonjour Amaury. Managing Director de Melanion Capital et président fondateur de Melanion Digital. On va voir aussi avec vous Cyril qu'on peut détenir soi-même ses cryptos, le fameux self-custody. Cependant, il serait menacé aux États-Unis. Et puis c'est chez nous, en Europe, que les stablecoins, qui se développent beaucoup par ailleurs, seraient eux aussi potentiellement menacés. Évidemment, on va en parler. Mais d'abord, c'est l'heure du point marché avec Vincent Gann. Bonjour Vincent. Bonjour Amaury, bonjour à tous. Vincent, analyste financier indépendant. Le cours du Bitcoin s'est ressaisi en fin de semaine dernière. On était passé sous les 56 000 $. On est aujourd'hui au-delà des 63 000. Vincent, vous qui êtes devant vos écrans, faux rebond ou tendance haussière long terme enclenchée? Effectivement, je suis devant mes écrans. Alors, c'est la question que se posent les analystes chartistes depuis maintenant une semaine, à savoir est-ce que le cours du Bitcoin a terminé sa correction. Alors, je vais repréciser les choses pour les auditeurs et téléspectateurs. Le cours du Bitcoin qui a démarré une correction, c'était le 13 mars dernier, une correction qui a atteint une amplitude d'un peu moins de 25%, et une correction qui avait débuté à peu de choses près, un peu au-dessus de l'ancien record historique. Alors, la question maintenant qu'on se pose, c'est que le mercredi 1er mai, Bitcoin a effectivement interrompu cette correction. Il a proposé un rebond qui est pas anodin. 6 semaines de temporisation depuis l'ancien record historique. Alors, sur fond de tension fondamentale, ok, très bien. Et puis, sur cette période, le halving a eu lieu. En fait, là où c'était pas gagné, c'est que le mercredi 1er mai, eh bien, tout le monde a en tête l'adage sell in May and go away. Il n'annonçait rien de bon. Et pourtant, c'est cette session boursière-là, du mercredi 1er mai, que Bitcoin a choisi pour valider un rebond, un point bas sur le niveau des 57 000 $, un peu moins. Alors, effectivement, moi j'ai envie d'y croire au point bas. Pourquoi ? Parce que cette zone de support des 57 000 $, selon le prisme de l'analyse technique, ça correspond en fait à des proportions de retracement et d'extension assez usuelles. Nous avons, depuis la mi-mars, une pattern corrective qui est concluante, qui semble terminée. Bref, en fait, nous avons validé la première étape, qui était d'avoir une correction techniquement bien construite, et puis qui puisse s'interrompre sur des niveaux de support que l'analyse technique permettait d'observer. Maintenant, je dirais qu'il manque 3 éléments pour vraiment valider ce point bas à 57 000 $ et pouvoir engager la cible des records historiques pour la fin du mois de mai. Le premier élément, c'est dépasser la bonne résistance. Cette bonne résistance qui a été testée lors de la session boursière d'hier, c'est les 65 500, 66 000 $. C'est la résistance que j'aimerais voir dépasser sur la base d'une clôture journalière pour engager les 73K. Et puis ce dépassement de résistance, il doit bien sûr se faire en accord avec les corrélations habituelles du BTC, et puis surtout sur des fondamentaux qui l'autorisent. Alors est-ce qu'on pourrait dépasser ces 66 000 $ avant les chiffres de l'inflation US le mercredi 15 mai? Moi je le pense, j'ai une cible pour la fin de la semaine qui est là de dépasser les 67 000 $. Vincent Gann, analyste financier indépendant, toujours très positif. Écoutez Vincent, on surveillera ça cette semaine et puis on se donne rendez-vous mardi prochain, dans 15 jours. Dans 15 jours, on fera un point avec vous pour voir un petit peu si ça s'est vérifié. Merci beaucoup Vincent d'avoir été avec nous. Je le rappelle, analyste financier indépendant. Bonne journée Vincent. Lilian Aliaga, journaliste chez Cryptos, je le rappelle. Lilian, bon, on va rester un peu dans les chiffres. On va parler d'1 milliard. 1 milliard de transactions sur le Bitcoin. Le Bitcoin a 15 ans, ça fait 15 ans qu'il existe, ça fait 15 ans qu'il est critiqué, mais 15 ans qu'il est toujours robuste. Plus d'1 milliard de transactions, ça a été dépassé là il y a quelques jours. Voilà, c'est une bonne chose. C'est un chiffre symbolique. C'est un chiffre symbolique. Le milliard de transactions pour Bitcoin, 15 ans, comme vous l'avez bien dit, après sa création. Je trouve que c'est un message aussi sympathique à donner à toutes les personnes qui avaient critiqué le Bitcoin. Je pense que sur les 7-8 dernières années, depuis que je suis vraiment cet écosystème, j'ai dû entendre des centaines de fois que Bitcoin allait tomber à zéro, qu'il allait mourir, que le réseau n'allait pas survivre. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il n'a jamais été aussi sécurisé, il n'a jamais été aussi résilient et le nombre de transactions n'a cessé d'augmenter.
Voilà, le milliard de transactions, c'est un chiffre symbolique, mais ça méritait quand même qu'on y accorde de l'attention. Sur les derniers mois, sur le mois passé, je crois qu'on a atteint un nombre de transactions qui était de l'ordre de 15 millions, 6 transactions par seconde, donc c'est des chiffres qui sont importants. Et il faut aussi savoir que dans ce chiffre du milliard, on ne compte pas tous les réseaux de seconde couche de Bitcoin, c'est-à-dire les réseaux qui se construisent sur Bitcoin pour avoir d'autres fonctionnalités. Typiquement, le plus connu étant le Lightning Network, qui est un réseau qui permet d'opérer des paiements beaucoup plus rapidement et avec des frais plus faibles. Et ça, c'est pas comptabilisé, Lilian, dans ce milliard de Exactement. transactions, c'est pas comptabilisé. Ils ne sont pas comptabilisés. C'est un peu compliqué d'avoir accès à ces informations, savoir combien il y a eu de transactions sur le Lightning Network. On avait eu une estimation qui avait été faite dans l'été 2023, je crois, par une plateforme d'échange de crypto, justement, août 2023. Donc ça remonte un petit peu, mais ça nous permet de savoir à peu près combien c'était. On était de l'ordre de 6 millions de transactions sur le mois. Donc c'est beaucoup. Et il y a de plus en plus de réseaux de seconde couche de Bitcoin qui se développent, notamment le RGB, dont on entend parler depuis un petit moment, qui a pour vocation de créer des smart contracts sur Bitcoin, donc de pouvoir avoir des applications qui reposent sur ce réseau, et même de pouvoir potentiellement créer des stablecoins sur Bitcoin. Je sais qu'on en parlera tout à l'heure, donc voilà, ça fait une petite transition, mais il y a des volontés comme ça qui permettront d'ajouter énormément de transactions. Donc ce premier milliard, il a pris 15 ans. Le deuxième, il prendra très très probablement beaucoup moins, à mon sens moins de 5 années pour l'atteindre, et donc voilà, ça restait un niveau symbolique et je pensais que c'était intéressant d'en parler aujourd'hui. Et effectivement, Lilian, il y a ces fameux Layer 2 qui augmentent la scalabilité, on va dire, du Bitcoin et qui permettent d'avoir plus de nouveaux cas d'usage et surtout d'accélérer certaines transactions et de les rendre potentiellement moins chères aussi. Il y a un élément qui est important à connaître, et c'est toujours intéressant de le rappeler, c'est ce qu'on appelle le trilemme de la blockchain. On ne peut pas avoir à la fois décentralisation, rapidité d'exécution et scalabilité. Et donc pour Bitcoin, pardon, je crois que j'ai dit une bêtise, j'ai perdu. Décentralisation, sécurité et scalabilité, pardon. Comme quoi, même les bases, parfois on arrive à les oublier. Même si c'est bien, on les répète tranquillement. On les répète et voilà, ça m'aura servi au moins aussi à faire un peu de rappel. Donc sécurité, décentralisation, scalabilité. Pour Bitcoin, c'est décentralisation et sécurité. Il manque un petit peu la scalabilité, mais Bitcoin n'a pas été conçu pour ça. Bitcoin n'a pas été conçu pour qu'on puisse opérer des dizaines et des dizaines de transactions par seconde. Tout à l'inverse d'une blockchain comme Ethereum par exemple, dont la vocation est d'avoir beaucoup d'applications dessus qui nécessitent d'être très scalables. Pour répondre à ce problème de scalabilité, on a typiquement des réseaux comme Lightning Network qui permettent de compenser ça. C'est-à-dire, on se construit en surcouche de Bitcoin, on profite de sa décentralisation, on profite de sa sécurité, et en même temps, on a un réseau qui est scalable. Et donc voilà, c'est l'idée de ces réseaux de seconde couche sur Bitcoin, c'est, on va dire, de compenser ce manque de scalabilité de Bitcoin pour des fonctionnalités particulières, soit les micro-paiements pour le Lightning, soit des smart contracts pour d'autres réseaux. Dans un instant, on va parler de self-custody avec Cyril, mais d'abord pour finir, Lilian, on parlait de trilemme de la blockchain, on va rester dans la blockchain. Attention à vos adresses blockchain. On va parler d'adresses poisoning. Ça a fait perdre 68 millions de dollars à quelqu'un. Qu'est-ce que c'est ? Parce que là, c'est très intéressant pour vous. Vous pouvez vraiment vous faire arnaquer, on va dire, vous faire siphonner vos fonds. Lilian, c'est quoi l'adresse poisoning ? Alors, c'est d'abord, qu'est-ce qui s'est passé en l'occurrence pour cette personne qui, il y a quelques jours, s'est un petit peu fait avoir. Donc, c'est un utilisateur qui a voulu transférer des fonds, transférer 1150 bitcoins, donc c'est quand même beaucoup, 68 millions de dollars. Et en fait, il a transféré ses fonds à une mauvaise adresse. Alors, petite précision, ce sont pas des bitcoins sur le réseau Bitcoin, ce sont des bitcoins qu'on appelle wrappés, donc sur le réseau Ethereum. En fait, c'est une manière de prendre ces bitcoins et de les transposer sur le réseau Ethereum pour les échanger, pour les utiliser. Bref, le résultat est le même, il a perdu 1150 bitcoins. Comment ça s'est passé ? C'est justement ce qu'on appelle les attaques de type adresse poisoning. Donc on va empoisonner votre adresse. En fait, ce sont des individus malveillants qui vont prendre votre adresse, cibler évidemment les portefeuilles assez remplis, et on va leur envoyer de temps en temps des petits montants de tokens. Donc sur leur portefeuille, de sorte de... Comme ça paraît sympa, mais en fait, ça l'est pas tellement. Alors, sur le papier, ça paraît sympa, vous recevez des tokens, c'est vrai. Mais en réalité, en fait, le but, c'est d'apparaître sur votre portefeuille. Et ensuite, l'idée, c'est d'espérer que cet utilisateur, un jour, va, par erreur, vous renvoyer de l'argent en pensant que l'adresse que vous avez utilisée, c'est une adresse que vous connaissez. Parce que le début de chaque adresse est similaire, c'est ça ? Voilà, parce que évidemment, attendre simplement en disant peut-être qu'un jour, il va me renvoyer les fonds, c'est un peu stupide, c'est pas très bien pensé.
La réalité, c'est que ce qui nous permet d'observer ce qui se passe sur la blockchain, ce sont des explorateurs de blocs, explorateurs de blockchain, Etherscan pour Ethereum par exemple. Et quand vous allez observer une transaction sur la blockchain, vous allez voir une adresse qui envoie des fonds à une autre adresse. Évidemment, ces adresses sur la blockchain, elles ont plein de caractères, elles ne peuvent pas rentrer à l'écran. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les quelques premiers caractères, les quelques derniers caractères et on met 3 petits points devant. Oui, c'est un peu comme un lien Internet, quoi. C'est un lien Internet, mais on ne peut pas rentrer tout, donc on met juste on tronque et on met 3 petits points au milieu. Et donc vous avez le début, vous avez la fin. Et si vous arrivez à avoir une adresse qui a le même début, la même fin, mais qui n'a pas forcément le même milieu, mais c'est pas grave parce que c'est caché, et ben vous pouvez faire croire que c'est une adresse. Et ça, c'est possible. C'est possible comment ? Avec des algorithmes qui coûtent cher, qui coûtent des ressources, mais qui vous permettent de créer une adresse sur Ethereum qui ressemble à l'adresse de quelqu'un d'autre. Et donc ces individus malveillants, ils ont créé une adresse qui ressemblait à une adresse avec laquelle notre cible avait l'habitude d'interagir. Il leur envoyait des tokens, ce qui fait que cette personne, malheureusement, a dû copier l'adresse en pensant que c'était la sienne, mais malheureusement, ça n'était pas la sienne. Et donc, il a envoyé des fonds malencontreusement. Moralité, attention, si vous avez 68 millions de dollars à transférer, cliquez sur « Ouvrir l'adresse en entier » et vérifiez bien même le milieu de l'adresse, c'est important. À titre personnel, je ne comprends pas comment c'est possible. Personnellement, même pour envoyer ne serait-ce que des centaines de dollars, je vais vérifier 4 fois si l'adresse est la bonne. Je ne sais pas comment ça a pu arriver, mais voilà, faites attention, n'hésitez pas à vérifier vraiment, copier, dire. Certainement aller un peu vite, et c'est vrai que voilà, si on a plusieurs adresses dans un wallet, effectivement, si on a que le début et la fin que c'est similaire, ça peut arriver. Il regrette, je pense, de ne pas avoir consacré ne serait-ce que 15 secondes de plus pour aller la copier directement dans son wallet, parce que c'est 68 millions de dollars qui sont envolés pour ça, quoi. Ouais, et puis sur la blockchain, c'est pas comme en banque, il n'y a pas annulé l'opération, c'est pas réversible, s'oublier, malheureusement. Donc, attention, soyez très prudents là-dessus. La blockchain, le Bitcoin aussi, nous permet aussi de posséder directement nos fonds, le fameux self-custody. Cependant, ça serait menacé aux États-Unis. Oui, alors je vais juste faire un petit retour sur ce que disait Lilian sur le Bitcoin, parce que c'est un point important. Effectivement, il y a une résilience qui est assez impressionnante. Il y a aussi une clarté réglementaire, et ça va me permettre aussi de faire on va dire une transition par rapport au self-custody. Et cette clarté réglementaire est de plus en plus importante. Sur le milliard qu'évoquait Lilian, il y a aussi peut-être l'étape supplémentaire. Beaucoup de gens se disent, mais qu'est-ce qui va donner un coup d'accélérateur maintenant au Bitcoin ? On a l'ETF. Quelles sont les prochaines étapes ? Il y a le fameux consensus social et le fait justement d'utiliser peut-être un peu plus le Lightning Network. Enfin voilà. Donc ça, on va dire, c'est pour Bitcoin et on a une clarté réglementaire. En revanche, pour la partie self-custody, je dirais que tout part justement d'un problème réglementaire aux États-Unis et d'un problème récurrent, c'est la caractérisation de l'Ether et d'autres crypto-monnaies comme étant une security. Et tout part de là. Partant de là, la SEC, donc le gendarme américain, s'attaque à toutes les plateformes qui gravitent autour de ce qu'ils considèrent être des securities. Et ça permet d'envoyer ce qu'on appelle une Wealth Notice, W-E-2-L-S, et qui est en fait on va dire un élément qui permet d'envoyer aux plateformes et de leur dire en fait qu'ils contreviennent aux lois, un avertissement qui contreviennent aux lois sur les valeurs mobilières. Et qui est touché en ce moment ? Justement les plateformes de self-custody. Donc on a eu Consensus via MetaMask qui a été touché, on avait Uniswap aussi. Dans un autre ordre d'idées, très récemment hier, Robinhood, pareil, qui a reçu le Wealth Notice. Donc, globalement, ils veulent empêcher toutes ces plateformes d'opérer aux États-Unis. Donc, il y a différentes façons de faire. Il y en a qui partent. Phoenix Wallet est parti des États-Unis, refuse les clients américains. Wasabi Wallet aussi. La SEC a une position vis-à-vis des cryptos, autre que Bitcoin, qui est une position, on le sait, dure. Si on prend un petit peu de recul, et j'aime bien faire ce parallèle avec la France ou même avec l'AMF, en fait, on a une sorte d'appel public à l'épargne pour une crypto autre que Bitcoin. Et un appel public à l'épargne, en France, on doit avoir un visa de l'AMF. La SEC, c'est un peu, alors outre les aspects classiques de caractérisation d'insécurité aux États-Unis, mais c'est ça qui gêne la SEC. C'est le fait qu'elle soit un peu désintermédiée, c'est le fait que finalement on outrepasse un petit peu sa validation entre guillemets.
Eh bien oui, elles passent à travers, toutes ces cryptos passent au travers de toute la réglementation classique des actifs financiers. Et les États-Unis, contrairement à l'Europe, n'a pas une réglementation claire. Mais finalement, ça les arrange, en tout cas en ce moment, puisque ça leur permet de finalement faire la loi, entre guillemets, sur ce que ces plateformes ont le droit de faire ou pas le droit de faire. Donc vous êtes en train de nous dire, Cyril, que finalement aux États-Unis, en tout cas toutes les plateformes qui opèrent des cryptos qui sont considérées comme des securities aux États-Unis et qui permettent du self-custody sont menacées. Sont en danger, oui, sont en danger. En tout cas, sont susceptibles de recevoir, et certaines l'ont déjà reçu, ce que j'ai appelé le Wealth Notice. Lilian, vous voulez réagir à ça ? Ça m'amuse parce que on avait émis un scénario assez dystopique il y a quelques mois avec Cryptos, et je crois que j'en avais parlé un peu sur ce plateau. Et c'était de la dystopie, on s'était un peu fait taper sur les doigts, mais à l'époque où on parlait de l'ETF Ethereum Spot, il y avait cette question de dire, pour ma part en tout cas, je disais c'est impossible qu'on ait une approbation de ces ETF, dans le sens où on n'a toujours pas d'information de la SEC, à savoir est-ce que l'Ether est une security ou pas. Est-ce que c'est une commodity, une security ? On ne sait pas, ils n'ont toujours pas tranché, donc on ne peut pas avoir d'ETF avant ça. Néanmoins, il est possible qu'on ait un ETF sur Ethereum et que derrière, la SEC considère que c'est une security. Je disais, dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer ? On aura un produit qui permet d'investir dans Ethereum, dans l'Ether, qui est régulé, qui est reconnu par la SEC. Et d'un autre côté, on va avoir des plateformes qui, elles, auront permis d'acheter et d'investir dans une crypto sans avoir l'autorisation de la part de la SEC. Et donc le temps que toutes ces plateformes rentrent dans la régulation, en fait on va ouvrir un boulevard vers les ETF et vers les plateformes qui seront autorisées par la SEC. Et donc cette initiative d'aller taper vers les plateformes de self-custody, pour moi, ça rentre dans ce scénario-là de on va ouvrir la voie aux grosses plateformes comme Coinbase probablement, peut-être Kraken, et par les ETF très certainement, et toutes les plateformes qui permettent d'investir dans ces ETF-là, parce que ça va être le seul moyen en fait, d'investir dans l'Ether probablement, et que derrière, tout ce qui est self-custody ou tout ce qui est autre plateforme que la SEC ne veut pas avoir sur son chemin, elles vont être obligées de s'écarter, en tout cas pendant un certain temps. Indirectement, la SEC voudrait favoriser, Lilian, les acteurs de la finance traditionnelle, ou en tout cas les plateformes américaines, Cyril, c'est ça ? C'est un pied de nez au monde crypto via la finance traditionnelle. En tout cas, c'est ce qu'ils ont fait sur le Bitcoin. C'est exactement ça. Vous pouvez investir dans les cryptos, on vous laisse le choix de le faire. Néanmoins, on a choisi pour vous la manière avec laquelle vous allez investir. Et tous vos acteurs pure player crypto, ils sont écartés. Maintenant, vous avez les acteurs que nous, on a reconnus, vous avez ce que nous, on vous a autorisé à utiliser, et vous n'avez plus rien. Alors, c'était un scénario dystopique il y a 3 mois. Aujourd'hui, il y a quelques éléments qui font que c'est potentiel. Ça reste un scénario très dystopique, mais je trouve ça intéressant qu'on aille dans cette direction. Et pour être tout à fait honnête, avec ce que peut nous connaissant la SEC, c'est pas idiot d'envisager ce scénario-là quand même dans un coin de sa tête. Bon, donc à noter, on verra bien ce qui se passera, mais en tout cas, rien n'est impossible. La question qu'on va se poser désormais, c'est en Europe, est-ce que finalement, on n'aurait pas un petit peu le même scénario, une méthode qui se rapprocherait par rapport au stablecoin. Cyril, c'est assez intéressant. Peut-être déjà petit rappel, il y a un boom des stablecoins. Tout le monde se met au stablecoin. Pour quelle raison ? Il y a un boom des stablecoins. Et effectivement, la vraie question, c'est pourquoi ? En fait, j'ai une idée, on va dire, il y a une raison officielle, une raison un peu plus officieuse. On veut connaître les deux. Bien sûr, je vais les donner. Donc la raison officielle, ce sont les résultats de Tether qui font rêver. Tether fait plusieurs milliards de résultats pour une raison relativement simple. Elle conserve des dollars qu'elle place aujourd'hui à des taux relativement élevés et elle ne donne pas de rémunération aux personnes qui ont des USDT. Ce n'est pas redistribué. Premier stablecoin au monde. Voilà, exactement. USDT, et donc ce n'est pas redistribué. Donc forcément ça attire la concurrence. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, une raison un peu plus officieuse et moins affichée, c'est qu'il faut savoir que d'un point de vue fiscal, lorsque on détient des cryptos, lorsqu'on les convertit en fiat monnaie, donc en monnaie traditionnelle, là on est imposé. En revanche, lorsqu'on reste dans un univers crypto au sens très large du terme, et en particulier dans les stablecoins, on n'est pas fiscalisé. Donc, il y a aussi une façon de pouvoir proposer aux clients la possibilité de transformer cela en monnaie directement, en stablecoin de l'émetteur. Donc ça, c'est un point qui est, une raison un peu moins affichée, mais qui est relativement intéressante, un peu d'optimisation fiscale, je dirais.
Donc ça c'est le point, on va dire, pour expliquer ce boom on va dire pourquoi tout le monde s'y intéresse et pourquoi il y en a de plus en plus qui sont créés. Tout à fait. Et venant à la fois du monde, d'entrepreneurs classiques, du monde financier traditionnel, on a BlackRock qui a lancé, alors c'est pas vraiment un stablecoin, mais un fonds tokenisé très proche d'un stablecoin. Et après, ce que vous dites sur la réglementation européenne est très intéressante parce que pour le coup, c'est le symétrique pur de ce qu'on voit aux États-Unis. La réglementation européenne est claire, pour le coup, il y a une clarté réglementaire qui est en tout cas beaucoup plus importante qu'aux États-Unis. Et sur les stablecoins, elle va assez loin, puisque lorsqu'on est un petit stablecoin, on a des contraintes. Enfin, lorsqu'on est un stablecoin qu'on veut s'établir en Europe, on doit avoir une entité juridique en Europe. On doit avoir une licence qu'on appelle de EMEI, donc Electronic Money Institution. On doit, si jamais on est relativement important, avoir au moins 30% en dépôt, voire quand on est systémique, c'est le cas de Tether, avoir 60% de dépôt en espèces. Oui, il y a tout un tas d'obligations, en tout cas, si on veut s'établir en Europe. Et là, pour le coup, ces obligations, pour un acteur comme Tether, ce sont des éléments qui font réfléchir. Et autant l'autre émetteur très connu, Circle, a dit « Ok, on va faire le nécessaire, on va se conformer », autant Tether n'a rien dit et ne fait pour l'instant pas le nécessaire compte tenu de ses contraintes. Donc on voit vraiment, avec cette illustration, à la fois sur la partie self-custody et sur la partie stable, deux visions complètement différentes de la réglementation et les conséquences que ça peut avoir. Freiner, sortir, ne pas y aller. Enfin voilà. Puis là, à noter qu'en ce moment, il y a tout un tas de projets de stablecoin qui ne savent pas s'ils pourront se conformer pour l'instant à cette première mouture de MiCA qui arrivera en juin, c'est ça, Cyril, Lilian, vous vouliez réagir à ça ou... Je rajouterais juste que Tether a annoncé récemment qu'il ne souhaitait pas du coup se conformer à la réglementation européenne et donc qu'il ne se développerait pas sur le territoire européen, ce qui signifie que le stablecoin USDT devra vraisemblablement être supprimé des plateformes qui touchent les utilisateurs européens et particulièrement les utilisateurs français. Donc c'est non pas... C'est lourd de conséquences. Voilà, ça y est, la décision a été prise et les conséquences vont ça y est, eux, ils ont décidé, ils ont dit officiellement de se conformer. L'annonce du CTO, Paolo Ardoino, a été faite à l'occasion, je crois, de Token 2049 à Dubaï, où dans ces eaux-là, il en a profité pour annoncer ça. Bon, on va suivre ça. Cyril, très rapidement, quelles conséquences ça pourrait avoir en Europe s'il n'y a plus d'USDT ? Globalement, quelque chose de positif pour Circle. Je pense que c'est lié aussi. C'est clair que ça va libérer des parts de marché. Complètement. Voilà. Après, c'est un vrai sujet parce que je pense qu'en Europe, l'USDT est extrêmement utilisé. Donc après, les gens vont trouver des solutions détournées pour pouvoir le faire hors Europe, mais ça va compliquer un petit peu la donne. Pour rappel, Cyril, pour terminer cette émission, on va parler de votre ETF. C'est un ETF thématique action sur le Bitcoin qui est concentré sur des sociétés listées de l'écosystème crypto, donc les mineurs, les sociétés autour de la technologie blockchain, les sociétés de services financiers liés aux cryptos, les sociétés détenant des crypto-monnaies dans leur bilan. On peut penser par exemple à MicroStrategy. C'est le premier ETF UCITS au monde sur cette thématique. Donc grâce à un ETF comme ça, pas de Bitcoin, pas de crypto-monnaie, donc pas de risque réglementaire, de hack, de perte de clés, etc. On va vous donner une idée de valeur potentiellement cotée en bourse sur le Bitcoin. On peut parler de CleanSpark par exemple. Plus rapidement, voilà ce que fait CleanSpark et quelle performance il y a eu. Oui, alors CleanSpark, c'est une société de minage et c'est très intéressant parce que cette société de minage, contrairement au secteur du minage de Bitcoin qui est un peu en difficulté cette année, résiste très bien. Elle est à plus 50% depuis le début de l'année. On a une capitalisation de 3,5 milliards. Et ce qui est caractéristique de cette société, c'est le fait d'être complètement orienté sur un mining vert. 90% de l'énergie utilisée par CleanSpark est de l'énergie renouvelable. Et les 10% qui ne le sont pas, CleanSpark s'engage dans un programme pour investir aussi sur de l'énergie renouvelable. Ça, c'est l'avantage, c'est que du coup, ce serait énergie potentiellement moins chère. Tout à fait. Surtout plutôt pas mal après le halving. Complètement. En fait, les sociétés aujourd'hui cherchent des sources d'énergie les moins chères possibles, compte tenu du halving, et cherchent aussi à faire des opérations de fusion-acquisition. Et justement, CleanSpark est très active sur le sujet. CleanSpark
Autre point, est à la pointe de l'innovation avec des systèmes de refroidissement via immersion, ça s'appelle le cooling immersion, de ces machines pour améliorer l'efficacité et diminuer les coûts opérationnels. Donc une société intéressante à suivre. Eh bien, c'est noté. Cyril, c'est vrai que d'ailleurs ça pourrait faire plaisir à Jean-Marc Daniel. Jean-Marc Daniel qu'on retrouvera tous les deux ce vendredi à 20h dans C'est votre argent spécial avec Marc Fiorentino, avec une battle spéciale or versus Bitcoin. Je vous dis pas qui a gagné pour l'instant, mais en tout cas rendez-vous vendredi à 20h pour un C'est votre argent spécial or vs Bitcoin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Cyril Sabag, managing director de Millennium Capital et président fondateur de Millennium Digital. Merci. Lilian Liaga, journaliste chez Cryptos, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve mardi prochain à 15h. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée, bonne soirée et à demain 15h. BFM Business, BFM Crypto, le club.